Raoul Edebow, vous aimez la jouer boyfriend avec les médias. Alors un petit coup de fil, allô, c'est Raoul, j'ai un scoop. Vous avez deux parents flamands et dire que vous auriez pu vous appeler Bart. Imaginez Bart Edebow, ça sonne finalement assez bien. En 1997, vous jouez les traducteurs néerlandais-français pour le syndicaliste Roberto Dorazio lors de sa marche pour l'emploi à Clabec. Regardez là en rouge, là derrière, on va vous voir, c'est vous. Faire copain avec les syndicats, avec les médias, être sympa, c'est votre profil de fonction. Vous êtes finalement un Mélenchon par Ronchon, fils d'ouvrier et déjà ado, membre des jeunes PTB. Vous aviez 18 ans et pas encore vos dents de sagesse. Je crois que de toute façon, de moi-même, je n'utiliserai pas la violence, mais je vois qu'à travers les luttes, qu'elles soient étudiantes ou ouvrières ou de tout bord, je veux dire, la violence vient à nous, quoi. Alors, quelle est la vision des patrons que vous avez aujourd'hui? Mais c'est-à-dire que... En un mot? En un mot, c'est des salauds, quoi. Des salauds, salauds de patrons. Dans votre livre, Première à gauche, le mot Marx ou marxisme intervient quand même 15 fois. Alors, anti-système, Raoul Edebow, surtout dans le star système. Vous voilà lors d'une manifestation altermondialiste en 2001 en train de sauter sur un char, en train de danser. Je crois que le Che, pour moi, a toujours été un exemple. Ça a été un mec qui s'est investi corps et âme pour le peuple et moi, je vais suivre sa voie, quoi, finalement. Le LOL, le MDR, comme disent les jeunes, mort de rire, le tweet. Le PTB prône tous ces nouveaux outils aujourd'hui pour la lutte des classes. Un exemple, dans la campagne de 2010, c'est Nez Rouge que vous avez affublé sur les candidats traditionnels, des partis traditionnels. Finalement, vous êtes un peu le grand leader de la com. Et ce n'est pas un hasard. Je lis l'extrait du 8e congrès du PTB. Quand nous apparaissons dans les médias, la règle d'or, c'est que nous devons déterminer nous-mêmes le sujet. Comme on dit en Chine, Mao, que c'est culotté. Alors Raoul Edebow, vous souriez, mais déterminez vous-même le sujet pour les médias. C'est votre conception de la liberté de la presse? Non, on vient surtout d'une situation où, à l'époque, il y a 10-15 ans, le PD voulait raconter tout, surtout et n'importe quoi, avec des grands textes collés sur les murs, sans préciser un petit peu le propos, dire les gars, on va ici un peu repréciser notre propos, de dire qu'on va avoir un seul objectif. Et donc, ce que tous les autres partis avaient compris largement avant nous, c'est qu'en communication, il faut essayer d'apporter une ou deux idées, et pas tout de suite avec tout un dictionnaire, surtout qu'on n'a que 10-15 secondes. Ouais. Donc c'est cet apprentissage-là qu'on a dû faire. On apprend encore toujours beaucoup, parce qu'on n'est pas un parti professionnel, on travaille beaucoup avec des bénévoles, mais je crois que c'est justement cet effort de communication et de pédagogie, parce que c'est ça qui est très important en politique, c'est de rendre le goût à la politique aux gens et pas arriver uniquement avec des grands discours. On peut le faire quand on a des conférences, on peut le faire dans mon livre Première à gauche, où là j'ai 200-300 pages. On va en parler amplement de votre livre, mais dans la communication, vous décrivez tout ça très très bien sur le site de votre parti, avec aussi une impression parfois de double discours, parce que vous dites il faut montrer ce qui se passe en salle, mais ce qui se passe en cuisine, notre cuisine interne, il vaut mieux peut-être pas trop montrer ça, et puis on peut toujours éluder les questions embêtantes. Là, je cite quelque chose qui est sur le site aujourd'hui. De toute façon, nous, au moins, on est honnête. Je veux dire, tous les autres hommes politiques et femmes politiques qui viennent sur vos plateaux, c'est ce qu'ils font. Mais chez nous, moi, je peux que vous inviter à venir ici, venir chez nous dans nos réunions. On n'a rien à cacher. Alors que le discours est très spécifique, est très novateur, est très peu entendu, j'entends bien, mais on n'a rien à cacher au PTB. D'ailleurs, j'aimerais bien justement qu'on vienne un petit peu plus regarder encore ce qu'on a raconté, alors qu'aujourd'hui, on a une certaine visibilité, mais rappelons quand même qu'on passe encore beaucoup moins que les autres partis traditionnels. Eh bien, savoir ce que vous avez dans le ventre, on va essayer de le savoir maintenant. Vous prônez le changement radical de la société, une société plus égalitaire, dites-vous, par la révolution ou par la voie démocratique? Ah mais clairement par une voie démocratique, mais une voie qui va vraiment... Par une voie démocratique ou par la voie démocratique? Par les voies démocratiques, M. de Brigode. Parce qu'il y a plein de voies différentes. Il y a le Parlement, mais il y a aussi et surtout les mouvements sociaux. Moi, je crois très fort dans la dynamique extra-parlementaire. Vous savez, il suffit de voir... Mais c'est pas le mouvement social qui fait les lois. Ah, c'est les mouvements sociaux, en tout cas, qui influencent très fortement comment les lois sont faites. En tout cas, quand on lit l'histoire sociale de notre pays, la semaine des 40 heures, c'est pas dans le Parlement qu'elle s'est écrite, c'est dans les mouvements sociaux. Le suffrage universel, pour l'obtenir, c'est pas dans les parlements qu'on l'a écrit, c'est justement dans le mouvement social. C'est quand même le législateur qui a dû trancher à un certain moment. Ah, le législateur, sous pression du mouvement social. Je constate aujourd'hui qu'il n'y a plus personne dans les parlements qui sont là pour relayer justement toutes ces demandes des mouvements sociaux, des organisations syndicales, des luttes. Et je crois qu'il serait temps qu'on retrouve de véritables députés de gauche dans le Parlement. Alors, vous dites par la voie
voie parlementaire démocratique. Moi, je reviens toujours au texte, hein. Les fondamentaux, ce qui est sur votre site et vos statuts actuels. Le socialisme ne tombera pas du ciel. Il sera le résultat d'une longue période de conflit entre la classe possédante et la classe des travailleurs. Il s'agit d'une révolution socialiste. Il y a quand même ce mot révolution. On ne parle pas d'une démocratie progressive, d'un système parlementaire. Soyons clairs, la situation aujourd'hui en Belgique, pour moi, est inacceptable. Elle ne peut pas continuer comme ça. Plus de 600 000 chômeurs, notre système économique ne me semble être plus un système viable. Donc la révolution, comme il est écrit dans les textes. Mais je crois qu'effectivement, une révolution citoyenne avec l'ensemble des travailleurs, avec l'ensemble des gens qui participent aux faits politiques. Moi, je ne peux plus. La révolution, ça peut être violent éventuellement. Non, en tout cas, pas de violence en Belgique, soyons clairs. Je veux dire, on n'est pas dans une situation où il y a besoin d'une violence. Hein. Il y en a eu parfois dans des mouvements syndicaux, dans certaines grèves. Vous pouvez interviewer les organisations syndicales si vous voulez. Moi, je ne suis pas ici pour représenter les organisations syndicales. Par contre, soyons clairs, le système est violent. Quand un seul homme comme Mittal, d'un claquement de doigts, met 10 000 familles à la porte, ça c'est de la violence, c'est de la violence sociale. Et ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que les hommes et les femmes politiques traditionnels laissent faire ça en disant on ne peut rien faire. Vous auriez fait quoi ? Nous, clairement, le pouvoir politique, c'est-à-dire quand même l'intérêt collectif, aurait repris en main ces outils, parce que nous produisons de l'acier, nous produisons beaucoup de richesses en Belgique. On a doublé notre produit intérieur brut, on l'a doublé en 25 ans de produit intérieur brut. Mais plus d'une fois l'État a versé de l'argent dans la sidérurgie, c'est pas pour ça que ça a sauvé les meubles. Le gros problème, justement, c'est que l'État a donné ça à fond perdu, sans reprendre en main l'ensemble des secteurs importants, comme la sidérurgie, le système bancaire. Je crois que c'est un point très important. On a vu aujourd'hui qu'on a eu pendant 110 ans la CGR et le crédit communal. Pendant 110 ans, ça marchait bien. Et puis, on privatise pendant 10 ans et hop, c'est la faillite du système bancaire. Donc nous disons au PTB, il est temps que les autorités publiques reprennent en main les intérêts collectifs à travers l'État. Vous voulez taxer les millionnaires. Ça devrait rapporter 8 milliards selon vous en Belgique. Mais alors comment est-ce que vous faites ce calcul, 8 milliards? D'où est-ce que ça tombe? Est-ce que ce n'est pas juste un slogan? Ce n'est pas un slogan. D'ailleurs, les services de la RTBF ont même recoupé un petit peu lors du fact-checking un peu nos différents chiffres. Et pour l'instant, ils ne sont pas remis en cause. C'est-à-dire que nous avons analysé sur base des chiffres reçus de la VUB combien de millionnaires il y avait en Belgique. Et on avait tout calculé sur base de 2% de millionnaires. Mais sauf qu'il n'y a pas de cadastre des millionnaires en Belgique et votre chiffre, il sort de nulle part. Non. On ne sait pas combien il y a de millionnaires en Belgique. Non, donc on l'estime, donc la VUB l'estime à 2%, et maintenant des nouvelles études ont été revues qui le mettent à 3%, ce qui montre bien que... Roland Edebeau, est-ce que c'est pas un slogan de dire on va taxer les millionnaires? On vous dit, Johan vient de vous le dire, il n'y a pas de cadastre précis. Alors, c'est pas facile de lancer ce chiffre comme ça. C'est pas votre technique de slogan? Monsieur de Brigot, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut un cadastre des fortunes. Vous savez, nous, les salariés, on sait... Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il n'y en avait pas. Oui, il n'y en a pas. Alors vous le dites à votre public, à vos futurs électeurs peut-être, on va taxer, ça va rapporter 8 milliards, mais vous ne vous basez sur rien de précis. Surtout qu'en France, monsieur Edebeau, ils ont une taxe sur les millionnaires qui rapporte 4 milliards, c'est-à-dire la moitié de ce que vous estimez pour la Belgique, qui est quand même 6 fois plus petite. Alors comment vous expliquez ça? J'ai deux raisons. La première chose, c'est que l'exemple français montre que ça marche et que ça leur rapporte pas mal de pognon. Et quand on va un petit peu analyser, oui mais la moitié, mais d'abord ça marche, il n'y a pas de fuite, il y a 2% des fortunes qui fuient. Roland Edebeau, Johan vient de vous le dire, c'est 4 milliards, vous vous dites 8 milliards, ils sont 6 fois plus nombreux que nous. Non, mais la grosse différence, c'est que Sarkozy est passé. Et Sarkozy a mis tellement d'exceptions dans sa taxe des millionnaires... Qu'est-ce qui ne serait pas une exception en Belgique? Vous taxeriez quoi en plus de ce qui est taxé comme fortune? Les fortunes professionnelles, par exemple, ou le matériel qui sert à la profession? Bien évidemment, il faut sortir tout ça. Donc, ça, ce ne serait pas taxé? Non, et d'ailleurs, les habitations privées non plus. Ça, on l'écrit clairement sur notre site internet. Donc on dit clairement que tout ça, on peut le sortir. Par contre, ce qu'on ne peut pas sortir, c'est le patrimoine. Or, aujourd'hui, on a des pays en Europe où le patrimoine n'est pas taxé. Il paye 0%. Or que nous, les salariés, nous les travailleurs, on doit payer. On doit payer pour résoudre la crise, alors qu'eux ne doivent rien payer. Donc je crois que ce système ne peut plus continuer comme ça. On doit aller chercher l'argent où il se trouve. Je vous rappelle que c'est une petite taxe d'un petit pourcent. On ne leur demande pas non plus la lune aux riches. La taxe des millionnaires, c'est un petit pourcent. C'est fortune de plus d'un million d'euros. À moins d'une majorité absolue PTB, vous n'aurez pas à ce jour de cadastre des fortunes. Moi j'entends que le PS commence un petit peu à se réchauffer, que Écolo aussi, donc on va peut-être y arriver. L'objectif de l'émission, c'est de mieux vous connaître. Vous allez me dire, quand je vais faire une référence à un livre, que c'est le passé, c'était le parti de la Révolution. Mais peut-être pour éclairer nos téléspectateurs, je lis, d'ailleurs pour ça je mets mes lunettes, l'un des chapitres s'intitule « Rectifier et épurer ». Épurer, c'est pas un mot qui vous fait froid dans le dos, Staline, 20 millions de morts, des épurations. C'est clair, mais moi je suis pas du tout pour Staline. D'ailleurs, on a quand même bien changé. À un certain moment, vous êtes basé sur C'est un livre qui a été écrit il y a 23 ans. Exactement. À l'époque, vous ne l'avez pas renié. Non mais si, attendez, c'est pour ça qu'on a changé. En 2008, il y a eu un changement important au niveau du PTB. Dans mon livre, je dis clairement, et je suis quand même porte-parole du PTB, que évidemment, nous ne cautionnons pas du tout ce qui s'est fait dans le monde au nom du communisme. Le mot épurer
Il ne doit plus se trouver là-dedans? Bien sûr que non. Attendez, on ne va pas épurer nos cadres. On essaye justement de grandir, donc on va pas épurer nos cadres. Ça date justement d'une époque où le PTB était recroquevillé sur lui-même. Il était sectaire, il était dogmatique. C'est ça qu'on a voulu changer justement. Et on est très clair là-dessus. Et depuis 2008, on l'est. Et je tente de le dire d'ailleurs dans mon livre Première à gauche aussi. C'est qu'on veut avoir changé. Par contre, et je suis d'accord là-dessus, c'est qu'un grand dilemme pour le PTB, c'est comment ne pas devenir un parti comme les autres. Et donc de ce côté-là, il y a des défis majeurs. Par exemple, chez nous, au PTB, et ça reste des principes forts, nous continuons à vivre, nous les cadres du parti, avec un salaire ouvrier moyen. Moi, je gagne 1 480 € par mois. Oui, vous reversez une partie de votre argent au parti. Mais c'est important. Pour revenir un instant sur l'histoire quand même, pour que ce soit clair pour les électeurs éventuels d'aujourd'hui. Vous condamnez par exemple les Khmers rouges, vous condamnez ça? Mais bien sûr, clairement. Je le dis dans mon livre aussi. Vous êtes quand même d'accord que... Non. En même temps, il y a une certaine nostalgie de l'ancienne Union soviétique qui s'exprime aujourd'hui dans vos statuts et pas dans ce livre ancien. Je cite encore, la contre-révolution de velours qui est venue à bout du socialisme en Union soviétique a eu des conséquences dramatiques. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, j'ai beaucoup de syndicalistes qui me disent aujourd'hui, tu sais, Raoul, à l'époque, quand il y avait encore, là, du côté de Berlin, il y avait un rapport de force. Petite nostalgie. Non, le patronat, beaucoup de syndicalistes me disent qu'aujourd'hui, l'ordre mondial, comme il est aujourd'hui, avec les guerres qu'on connaît, avec l'interventionnisme partout, etc., le monde ne va pas mieux. Donc c'était mieux de ce temps-là? Non, mais je n'ai aucune nostalgie pour cette époque-là et nous devons réfléchir vers le 21e siècle. Un marxisme adapté au 21e siècle. Mais je dis ça veut dire quoi, ça? Parce que quand on veut sortir des slogans, un marxisme adapté au 21e siècle. C'est ce que je tente de décrire justement dans mon livre Première à gauche, et que je pense qu'il y a différents principes marxistes qu'il faut maintenir. Allez, à mon avis, que les gros moyens de production, énergie, sidérurgie, moyens, je veux dire, de communication, tout ce qui dépend de multinationales qui décident pour nous, les citoyens, à notre place, que ça revienne à la collectivité, que ça revienne à l'ensemble des citoyens pour pouvoir débattre comment on va gérer ça, ça me semble être vraiment un préalable indispensable au maintien de la démocratie en Belgique. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, nous n'avons presque plus aucun pouvoir pour décider ce qu'on produit, M. de Brigode. En sidérurgie, on ferme tout. En énergie, on dépend complètement, pour notre transition verte, d'Electrabel. Ça fait 10 ans. La SNCB est publique, les trains n'arrivent pas à l'heure, nécessairement. Non, mais on ferait mieux de la réinvestir, parce que moi, j'ai tous les cheminots, je sais bien de quoi je parle. Ma petite sœur est cheminote. Elle dit clairement, quand on désinvestit dans le service public, pour le rendre inefficace, pour après mieux justifier comment le privatiser. Je pense qu'aujourd'hui, on doit réinvestir dans le service public, mais je voudrais insister pour aussi sauver notre planète. Parce que j'insiste là-dessus, l'écologie, pas qu'une touche verte, on doit, la planète est épuisée. Et dans mon livre, je décris très bien que tant qu'on va rester devant des Electrabel, pour demander, s'il vous plaît, monsieur Electrabel, vous ne voulez pas un petit peu produire un peu plus vert? Electrabel va nous dire non, je ne changerai rien parce que ça va pas du pognon. On parle du PTB d'aujourd'hui, on est bien d'accord. On a entendu ce que vous avez dit par rapport au passé. Dans ces textes aujourd'hui, vous dites, dans la stratégie, il y a 30 tactiques à adopter. Parmi ces tactiques, nous pensons et agissons en fonction de la majorité. Alors, vous prenez l'exemple de l'évolution du pays, de la Belgique. Nous utilisons des arguments qui prennent et ils sont différents selon les régions. Il faut agir en fonction de son public. Est-ce que ce n'est pas typique du double discours, ça, comme stratégie? Est-ce que vous avez déjà entendu un double discours chez moi? Je veux dire, je lis les fondements, les statuts fondateurs de votre parti. Ce qu'on dit ici, c'est que, par exemple, nous sommes encore des derniers partis nationaux en Belgique. C'est-à-dire que le PTB est actif à Anvers contre la NVA, en Wallonie, à Liège, à Charleroi et à Bruxelles. Que nous devons tenir compte, qu'on ne va pas dire la même chose politiquement, je veux dire, en Wallonie, où la situation économique est différente, en Flandre, en Anvers, etc. Non, mais là, c'était sur le sujet de l'avenir du pays. En Flandre, on ne dit pas la même chose qu'en Wallonie. C'était typiquement ça qui était... On est quand même encore le seul parti. Notre journal, il est traduit toutes les semaines en 2 langues, avec exactement la même chose dedans. Donc on n'a pas de double discours, soyons clairs. Mais que nous adaptions, je veux dire, notre discours en fonction de la réalité qu'on vit, je trouve que c'est l'évidence même. Le problème, c'est qu'avant... La différence entre un double discours et adapté, c'est pas la même chose en fonction des interlocuteurs? Pas du tout, non. Alors, vous risquez de faire perdre des voix au PS et à Écolo. Est-ce que vous n'allez pas, par la force des choses, faire gagner la droite que vous détestez copieusement? La première chose, vous avez raison, c'est que notre premier adversaire politique, c'est le MR, c'est les idées libérales. Mais ce n'est pas de ma faute si ces idées libérales ont des têtes sur d'autres partis comme le PS et Écolo. Alors nous, je pense qu'on est plutôt là pour renforcer la gauche, on le sent d'ailleurs très fort. Vous ne le sentez pas, cette ambiance en Belgique d'une gauche qui a envie de retrouver des vraies valeurs. Nous, on ne sent rien, on pose des questions. J'entends aussi un parti socialiste qui dit du PTB que vous êtes dangereux, que vous êtes extrémiste. Cette gauche unie que vous décrivez, je ne la sens pas vraiment. Non, mais ça, c'est parce que le PS ferait mieux d'ouvrir un véritable débat, parce que nous, on la renforce à gauche. D'ailleurs, je veux une preuve, c'est que les endroits où le PTB a augmenté en voix, le PS n'a pas perdu. Liège, Herstal, Charleroi, c'est bien la preuve.
le secteur électoral de gauche, il n'est pas fermé. Hein. Nous, le PTB, on va prendre plus de place au niveau de la gauche pour élargir l'ensemble de la gauche en Belgique. Raoul Edebo, une dernière question. Avec Johan, on a beaucoup parlé de la taxe des millionnaires. Vous nous avez dit que vous versiez une partie de votre salaire au PTB. Il y a combien exactement d'argent dans les caisses du PTB? Bah, écoutez, on n'a pas beaucoup. Ça, Combien? Non, c'est beaucoup dans les poches un peu, je ne sais Non, pas. combien? Je ne sais pas, on doit être à 15 000 euros, je vais Pas dire. plus? Dans votre Mais caisse non. de guerre. Non, mais attendez, on a très Vous peu avez de- employé le terme guerre. Merci en tous les cas, merci Johan, merci à vous Je vous en d'être prie. venu pour Jeudi en prime.